Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast. Comment ça va, Christophe? Alors, comme vous le voyez, Christophe est complètement en délai, ne comprend Ça va absolument pas ce bien, que... même s'il y a un petit délai avant que ma réponse arrive. Il y a des problèmes techniques un petit peu. On va essayer de s'ajuster pendant l'émission. Ça va pas être facile. Juste vous donner un petit disclaimer. Pour les gens qui ont vu l'épisode avec... c'était qui? C'était Lloyd Kaufman. Je pense que j'avais des problèmes techniques parce que j'étais dans un chalet. J'étais en vacances, ça, à l'hôtel l'hiver, l'été dernier, pardon. Là, ben... Je suis en direct d'un chalet dans les cantons de l'Est, puis la connexion Internet, c'est pas facile. Je ne suis pas dans le décor de Twin Peaks, hein, contrairement à ce que le background peut l'indiquer. Mais on va essayer de faire ça. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais on va y aller parce que c'est vraiment un épisode très cool aujourd'hui. Je suis très content d'avoir Samuel Archibald, qui est un vieux pote du Saguenay que je connais depuis 25 ans au-dessus. Donc, on va essayer. Je vais essayer de parler plus longtemps comme ça. Il n'y aura pas de problème parce que ça ne laguera pas entre les réponses. Salut les zombies! Non, tu ne parleras pas plus longtemps. C'est déjà trop d'habitude, alors là, laisse tomber, là, tu rigoles. Le délai est infernal. Oui, effectivement, parce que... Toi, Martin, comment ça va? Ça va très bien, mon Christophe, mais je te le dis tout de suite, ton délai n'est pas de 3 secondes, mais probablement de quelque chose comme 5 secondes. Mais hey, aujourd'hui, comme tu disais, on reçoit Samuel Archibald, mais avant d'aller à Samuel, j'aimerais comme présenter le tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique! Je vais tout de suite commencer avec Christophe parce que comme ça, il va avoir terminé après ça, puis il va m'avoir entendu là. Vas-y, Christophe. OK. OK, parfait. Puis j'imagine qu'on va ajuster ça au montage, le petit délai fatigant qu'il y a. Puis je suis vraiment flou en plus, hein, c'est vraiment c'est épuisant. Donc, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au niveau horreur? J'ai commencé ma semaine avec un petit meeting lundi avec notre ami Jean-Louis Colassi, qui édite des ouvrages depuis la France sur un paquet de sujets vraiment intéressants. Puis, parce que moi, quand on jasait, quand on l'a eu sur le show, j'imagine que ça a été diffusé à ce moment-là. On a parlé de Poltergeist, c'est le prochain projet, puis moi, ça m'intéressait d'écrire là-dessus. Donc, on s'est jasé de ça. J'ai bien hâte de commencer à écrire des textes là-dessus. Sinon, j'ai fait de la rédaction. Je n'ai pas reçu rien par la poste. Je n'ai pas rien acheté au niveau collection. J'ai fait de la rédaction pour Horreur Québec. J'ai écrit une couple de textes, un texte sur la franchise Texas Chainsaw Massacre, qui va accompagner la critique du film de 2022, donc qui va déjà avoir été sorti au moment de la diffusion de cet épisode. J'ai écrit aussi un petit article qui accompagne mon épisode numéro 11 de Metal Maniac avec BJ McDonald, les réalisateurs de Studio 666. J'ai fait de la rédaction au niveau pour Rumorgue aussi, une couple de critiques de disques, dont le nouvel album de Ghost, que j'aime bien. Puis, je voulais mentionner aussi que cette semaine, donc là, on est présentement le 10 février. Cette semaine, la Fabrique de Monstres, des amis de l'émission, viennent d'annoncer qu'ils sont devenus globales, en fait. Ils ont ajouté une centaine de
chanteurs-chanteuses d'un peu partout dans le monde à leur roster. Donc ça, c'est vraiment une belle nouvelle. Je trouve ça vraiment cool. Puis, dernière petite note métallique. Le 10 février, ça aurait été la fête le 60e anniversaire de Cliff Burton, Feu, le bassiste de Metallica, qui était un grand fan de films d'horreur. Il y avait tout des gilets de Dawn of the Dead en show, tout ça. Donc, décédé en 86 d'un accident de la route en Europe pendant une tournée. Cliff Burton, on le salue. Donc, à toi, Martin. Merci beaucoup, Christophe. Moi, ça va être assez court parce que le seul tour que j'ai été faire cette semaine, c'est un petit tour au Walmart. Puis, tu sais, je vais toujours faire un petit tour dans la section vidéo parce que je me dis, peut-être qu'il va y avoir un petit package de rabais ou quelque chose d'intéressant. Mais, tu sais, normalement, un Walmart à Québec, ça ne vaut pas de la chenoute quand vient le temps d'acheter quelque chose d'horreur. Mais hey, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable et j'ai trouvé un petit quelque chose d'intéressant, même si le film en tant que tel n'est pas super bon. Candyman 3, c'est une copie de la compagnie Vidéotron, pas Vidéotron, excusez. Le 3, hein? Vestron, oui, le Ouais. 3. Et je suis quand même content d'avoir vu ça parce que c'est pas le genre de choses que tu trouves au Walmart. Et ensuite, j'ai trouvé autre chose que je voulais avoir, que je n'avais pas acheté la dernière fois. Je ne sais pas si vous le saviez, mais à un moment donné, Walmart avait vendu le coffret Blu-ray complet de la série Twilight Zone pour 15$ seulement. Et il y avait aussi celui de Tales from the Dark Side. C'était seulement les DVD, par exemple, parce qu'ils ne l'ont pas en Blu-ray, qui coûtait 15$. Puis je ne l'ai pas acheté. Je me suis dit, Caroline, j'aurais dû l'acheter. Mais tabarnouche, ils sont revenus avec pas la saison, mais la collection complète, mais pour 20$. Un petit peu plus cher, mais j'en ai profité quand même parce que ça vaut la peine. C'est Tales from the Dark Side. C'est quand même 32 heures d'écoute. Alors, je vais me péter un fun parce que j'ai déjà fini Twilight Zone. Hey, Zomblard, toi, qu'est-ce que tu as d'intéressant? Ouais, ben écoute, cette semaine, j'ai rien en fait. Si ce n'est que, oui, je vais faire mon Christophe, tiens, pour une fois. Je vais montrer quelque chose qui n'est pas d'horreur. C'est de la science-fiction parce que j'aime aussi la science-fiction animée en plus, mais j'ai reçu une maquette que je me suis commandée, qui est l'Arcadia de Captain Harlock, ou connu aussi sous le nom d'Albator. Donc voilà, pas d'horreur cette semaine, mais je me suis fait un beau cadeau pareil. Ouais, c'est vraiment un beau cadeau. J'étais fan de Captain Harlock. Cool. Alors, ben là, on est prêt à recevoir notre invité. Alors, Zomblard, tu peux amener Samuel? Non, je suis désolé, tu te trompes, mon petit Martin. D'abord la bio. Je ne sais pas pourquoi on oublie tout le temps la bio. La bio, ben on va y aller avec la bio. Là, je vais parler tout d'une traite. Il n'y a personne qui va m'interrompre. Comme ça, il n'y aura pas de lag. On s'apercevra pas qu'il y a des problèmes techniques. Samuel Archibald. C'est qui ça, Samuel Archibald? Ben, c'est un Saguenayen d'origine, d'Arvida, dans le coin de Jonquière, un métalleux notoire et un fanat de films d'horreur. Il a été aussi chroniqueur radio pour Médium Large. Il est présentement chroniqueur à Plus on est de fou, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault. Il jasait de football cet après-midi, d'ailleurs. Il a été professeur de cinéma et de littérature populaire à l'UQAM pendant de nombreuses années. Il est en pause présentement. Donc, il parle notamment de romans policiers, de science-fiction, de cinéma d'horreur, de jeux vidéo, de culture pop contemporaine. Donc, il y a vraiment là, des sujets écœurants qu'il a traités là, dans ses cours. On parle de l'érotisme chez le vampire contemporain. On parle de Cabin in the Woods. Ils ont fait une projection, une analyse, une table ronde. Il a même participé à un colloque sur le zombie qui s'appelait Invasion Montréal en 2011. Il a aussi monté une conférence sur le slasher et la Final Girl. Il est aussi co-créateur de la revue web Pop en stock.
mais on le connaît surtout comme étant un écrivain et scénariste. Donc, En vrac, l'ouvrage là, qui l'a propulsé dans l'imaginaire populaire, je dirais que c'est le recueil de nouvelles Arvida, qui incluait aussi des nouvelles horrifiques, paru en 2011 au Cartanier. Il y a eu aussi un autre recueil de nouvelles, 15%, un livre jeunesse, Tommy l'enfant loup. Il a aussi écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Saint-André de l'épouvante. Les gars connaissent très bien aussi sa série web qu'il a co-créée avec Sébastien Diaz, Terreur 404, 2 saisons en 2017-2018. Il est aussi l'auteur d'une balado qui s'appelle Cavale avec William S. Messier. Il a aussi écrit des essais, dont un sur GTA San Andreas. Samuel Archibald, c'est un gars qui a touché à plein de trucs vraiment cool. Vraiment content de l'avoir sur le show. On peut le faire rentrer avec nous. Hey Sam, bienvenue dans le show. Hey, merci les gars. Merci de m'avoir. Je vais laisser ta présentation, buddy. Tu me répondras quand t'entendras. Je vais laisser Chris aller parce que c'est lui qui a les questions. So Chris, fais attention là, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Samuel a besoin de répondre. Exact. Puis vous, ben aussi, faites attention à moi. Laissez-moi le temps de poser mes questions parce que aujourd'hui, je suis lent un petit peu. Hein, c'est pas la bière, c'est vraiment le fait d'avoir une connexion Internet déficiente. Donc, Sam, je sais, de par des petites recherches, tout ça, évidemment, j'ai fait de la recherche pour notre émission, notre entrevue, que Jaws, hein, Les Dents de la Mer, ça aurait été un des premiers films que tu as visionné étant enfant, trop jeune comme la plupart des gens. Tu as aussi été fan de slasher aussi, mais vraiment très jeune, genre à l'âge de 10 ans. Puis ta maman t'avais suggéré d'écouter Psycho aussi, donc on la salue, je trouve ça très, très cool. Ma question, c'est quoi l'œuvre horrifique qui t'a donné le goût de disséquer le genre et d'écrire des histoires de fiction dans cet univers-là? Ben, probablement, c'est drôle parce que tu viens d'y toucher. Pour moi, c'est deux questions différentes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a donné le goût de décortiquer? Puis je pense, à cette question-là, je te dirais le goût de décortiquer, je pense qu'il est vraiment là. Il vient de, quand tu dis ma mère qui avait eu cette bonne idée-là, justement, ma mère avait toujours, elle prenait le mauvais pour nous faire regarder du bon. Fait que quand elle s'est rendu compte que j'étais en train de geeker out pas mal fort, sur Friday the 13, c'est ça, le slasher. Je suis né en 78, hein, avec le temps que j'aille même pas du poil au pinch un peu, ben c'était pas mal ça qui se passait, le slasher. J'étais curieux de ça, mais de renvoyer à Psycho, qui était un peu la matrice en même temps. Et comment je te dirais ça? J'avais un cousin qui m'a fait réaliser ça. Je pense que j'avais bien peur des films d'horreur. Puis mon cousin un peu plus vieux, bad boy, il s'était mis pour... j'avais peur de tout. Je faisais des cauchemars. Quand tu es un enfant qui a beaucoup d'imagination, je dis souvent ça, je dis ça des miens, la peur, c'est le coût de l'imagination. C'est le salaire de l'imagination. Fait que j'étais bien peureux. Puis mon cousin, un peu bum, il s'était mis à me faire regarder les Nightmare on Elm Street, les Friday the 13 à l'époque. Mais justement, en me disant, regarde, on va faire 2 affaires. Là, tu vas t'asseoir à côté de moi. Puis on faisait 2 affaires. On niaisait. Puis il m'expliquait la bébelle. C'est-à-dire ce côté-là, ce que Wes Craven a fait plus tard avec Scream. Tu vois, regarde, le gars, il vient de partir tout seul. Jason est autour du chalet. C'est vraiment jambon faire ça. Il va mourir. Puis là, d'un coup, en analysant, ben là, j'avais moins la chienne. Puis je comprenais comment ça se passait. C'est pour ça, quand tu disais, j'ai fait il y a quelques années, je pense que c'était en ligne, une grande conférence dans un colloque sur la Final Girl. C'était comme une boucle bouclée parce que la Final Girl avait été importante pour moi à comprendre comment ça marche un slasher. Puis comment, une fois que j'ai compris c'était laquelle qui allait passer au travers, ben OK, tout va bien, elle mourra pas, puis je comprends la bébelle, je comprends comment ça marche. Fait que, je pense que je me suis vraiment mis à décortiquer à la fois pour apprivoiser ma peur, puis ça m'a nourri comme écrivain, ça me nourrit comme scénariste aujourd'hui, parce que il faut que tu comprennes comment ça marche. C'est intéressant de comprendre comment ça marche. Puis qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire? Ben, probablement jazz. Jazz, pour moi,
je te dirais, toi, tu vas connaître ça, tu viens de la même région que moi, mais il y avait le cinéma de 17 heures. Quand je te dis l'été, il y avait une programmation d'été qui était le cinéma Régent Ducharme, c'est ça? Voilà. Ouais, ben c'était-tu non, Régent Ducharme. Il s'appelait Ducharme, le monsieur, puis je me rappelle pas de son nom. Fait que, il y avait comme un film à 5 heures. Puis moi, j'ai été élevé beaucoup par ma grand-mère. Fait que, il y avait une TV dans la cuisine l'été. À 5 heures, il passait un film. C'était comme ça la programmation d'été. Puis dans ce temps-là, c'était les antennes régionales. C'était vraiment l'antenne du Saguenay qui avait local, qui avait ses films. Puis là-dedans, il y avait souvent des films il passait des films de la Hammer, des espèces des vieux. À 5 heures? Oui, je te jure. Moi, j'écoutais ça avec mes grands-parents. Les Dents de la Mer, je les regardais comme. Okay. Moi, j'avais peut-être, 7-8 ans. À un moment donné, ma grand-mère est en train de faire à manger. Elle me met devant le film. Puis là, c'est comme. Jazz, tu sais, puis là, wow, tu sais, je me suis pas baigné beaucoup cet été-là, mais tu sais, toute la magie en même temps, puis c'est ça qu'on aime aussi, je pense qu'il y a ce côté-là de dire, tu sais, jazz, parce que c'est un film d'aventure, tu sais, comme tout, c'est donc bien capoté, ce film-là, tu sais, j'ai toujours beaucoup aimé ça, puis je te dirais, tu sais, en corollaire de ça, il y aurait dans la lecture, c'est-à-dire à peu près à la même époque, comme je suis né, moi je dis, je suis comme Obélix avec la potion magique, je suis tombé dans l'horreur quand j'étais petit, puis il y en avait, parce qu'il y en avait partout. Je suis né 2 semaines après ma naissance, Halloween est sorti. C'est ça, là, on est en plein là-dedans. Fait que moi, quand j'ai commencé à lire, j'ai été très tôt un lecteur vorace, j'ai lu des bandes dessinées beaucoup, puis le premier auteur que j'ai commencé à lire, Stephen King. Avec ça, c'est sûr que tu commençais à triper sur Stephen King à 10-11 ans. Moi, en venant d'une petite ville, à Tabagie, tu achetais tes livres à Tabagie, il n'y avait pas de Renaud-Bré, il n'y avait pas de librairie chez nous. Fait que qu'est-ce que tu achetais à la pharmacie? Tu achetais Misery. Les petits paperbacks. Puis, ouais. Moi, ma run de journal, je me rappelle, puis la madame à la pharmacie ne voulait pas me le vendre. Ma première run de journal, déjà, ça ne brajeunit pas. Là, je passais le Progrès Dimanche pour m'acheter. Le quotidien. Le Progrès Dimanche. Le Progrès Dimanche, mais les deux, c'était la même. Puis j'ai acheté ça de Stephen King à la pharmacie. Comme il était à peu près gros comme le bottin de téléphone. La madame ne voulait pas me le donner parce que j'avais comme 11 ans, mais c'est comme ma mère, justement. Ma mère a dit, s'il est assez vaillant pour se le payer, puis qu'il veut le lire, qu'il lise, Calvaire. Puis je l'ai lu. Tu parles, il y a un Martini. Puis ça me donne, ça me fait penser exactement à moi quand j'étais à Manu Hockey. Mais là, tu parles de jazz, puis comme l'un des films qui a eu le plus gros impact sur toi. Mais là, je regarde en arrière de toi, Sam, puis je vois pas de poster de jazz. Où est-ce qu'il est? C'est mon tapis de souris. Ah! Et voilà. C'est correct. Oui, je savais que ça on peut creuser dans le fanboy ici. Oui, c'est bon. C'est bon. Mm-hmm. Cool. Là, justement, c'est ça. J'essaie de trouver un moment où insérer une question. Puis là, c'est le bon moment. Là, j'ai vu que t'avais pris une gorgée. Mais là, Martin, il parlait. Là, ça marchait pas. Fait que là, je prends mon souffle. Là, j'essaie de prendre mon moment. Puis moi, je trouve ça vraiment cool ce que ça raconte. Parce que là, je me rappelais pas du cinéma de 17 heures. Puis, là, je me rappelle, là, les roulettes, là, ils faisaient des tirages aussi, les capsules. Puis, du charme. Il faudra trouver son prénom. Là, puis, c'est un monsieur élégant, là, tout grand, avec les cheveux gris. Puis, avec une voix grave. Aujourd'hui, c'est des beaux souvenirs. Et voilà. Puis, qu'est-ce que tu disais aussi au niveau de découvrir ce cinéma-là avec ton cousin qui dédramatisait le truc? Ben, je fais ça exactement avec ma fille aujourd'hui qui a 8 ans, puis on écoute, puis on décortique, j'y explique pour pas que ça fasse trop peur, puis je trouve ça cool aussi. Mais il y a comme une espèce d'équilibre qu'il faut avoir entre tout expliquer, puis aussi laisser un peu de magie, mais avec l'horreur. Il y a aussi un équilibre à avoir entre. Un équilibre à avoir entre raconter ta vie et écouter Samuel quand même. Mais bon, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement aux questions rafales, ok? C'est parti. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Excuse-nous pour ça, Sam, avec le délai, c'est un petit peu plus compliqué de suivre l'horaire, mais c'est la question en rafale et j'ai l'honneur de te poser les questions. Alors, est-ce que tu es prêt? Fin prêt. OK. Sébastien Diaz est le plus grand connaisseur de films d'horreur au Québec. Vrai ou faux et pourquoi?
Hey, là, tu m'en poses une cochonne. Faux parce que c'est moi. Et on l'a prouvé, mais Seb est vraiment pas loin. Puis on se fait un quiz d'ailleurs à peu près une fois par an. On a pris cette habitude-là avec Alex Perron, entre autres, Martin Carlini. On se fait comme un Zoom, comme un quiz de bar. Peut-être qu'on va le faire en vrai à un moment donné. Puis c'est toujours ben serré, là, mais c'est ça. Je pense que humblement, je pense que c'est Wow. Vous savez quoi? Je Un pense qu'on quiz, devrait malade. peut-être organiser quelque chose avec vous autres, faire un quiz live. Tellement. Ça serait le fun en tabarouette. Oui! OK. Tommy Excusez l'enfant pour le loup délai. pourrait-il devenir Tommy le vampire adulte un jour? Je pense que. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis c'est déjà un peu un loup-garou de toute façon. Tu sais, même quand j'écris pour les enfants, c'est un peu un roman d'horreur pour enfants. Donc, Ça doit être comme un Teen Wolf maintenant. Oui, c'est ça. S'il y avait une série parallèle à Terreur 404, est-ce que le titre serait L'écran bleu de la mort? Oui. C'est excellent. Je te le vois. Je te le vois. Qui est le meilleur écrivain entre Stephen King et H.P. Lovecraft et pourquoi? Je vais dire Stephen King. Peut-être à cause de. Je dirais, je ne sais pas lequel j'aime le plus, mais probablement à cause. C'est pas un vrai mot, là, mais je veux dire la versatilité de Stephen King. Ce qui est capable, c'est-à-dire Lovecraft, c'est une couleur particulière. Là, c'est comme un band de métal qui a son son. Il n'y en a pas. Comme une nouvelle de Lovecraft, c'est une nouvelle de Lovecraft. C'est délicieux. Tu reconnais ça, tout ça, alors que Stephen King, même si j'aime pas tout de Stephen King, si tu regardes C'est l'ensemble une de couleur qui vient de l'espace. Oui, mais le moment où il a commencé à écrire, Stephen King, déjà très jeune, puis qui est encore actif aujourd'hui, c'est juste, il a visité, il a couvert plus de territoire. Ouais. Si le football américain était un sport qui se pratique en Corée du Nord, quelles seraient les règles du jeu? C'est pas Squid Game, ça? Ils n'ont pas déjà fait une série là-dessus? Quand même pas la Corée du Nord, là, mais OK, on va le prendre pareil. Selon ton profil Facebook, la meilleure façon de combattre la dépression saisonnière, c'est de boire. Est-ce que ça fonctionne finalement? Oui, moi, ça m'a bien réussi cette année. Je me suis dit, comme si, au lieu de faire les règles un peu saguenéennes, là, à 4 heures, à 5 heures, tout ça, il est toujours 4 heures en quelque part. Moi, c'est ça. J'ai décidé de presser. Surtout, à l'automne, on s'entend, là, les gens qui sont touchés par ça, la dépression et la dépression saisonnière, c'est toujours l'automne. Moi, quand on recule l'heure, puis tu vas chercher tes enfants à l'école, il est comme 3h15, puis il fait noir. Moi, c'est toujours très, très, très difficile. Ça fait que dans ce temps-là, je rentre à la maison, je prends une bière, c'est comme. Il fait noir comme à 5 heures, on va se prendre une petite Miller. Tu devances l'heure de la Miller, ça marche assez bien, je trouve. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Si tu étais un personnage de Dungeons and Dragons, lequel serais-tu? Je sais pas, je serais lequel, mais cet automne, j'ai fait venir des t-shirts pour moi puis mes enfants avec nos alignements de Donjons et Dragons. Donc, Je les ai vus. ma fille est chaotique evil, évidemment. Mon fils est chaotique bon, puis moi, j'étais chaotique neutral, avec la devise might save your life, might steal your wife. Là, j'ai dit ça c'est parfait, c'est moi ça. Est-ce que ta glucosamine t'aide avec la douleur? Car peut-être que je vais commencer moi aussi. Non, c'est parce que le problème avec la glucosamine, c'est qu'il faut que tu en prennes beaucoup. Puis comme je suis aussi TDAH, j'oublie des Hey, prendre. moi aussi! Donc ça fait que ça ne marchera pas pour toi non plus. Trouve autre chose. Je retiens ça, c'est bon. Si tu avais à écrire un livre sur la COVID, quelle en serait la prémisse? Ah, calvaire. Ça, c'est drôle parce que, je te dirais, j'en parlais avec mon éditeur. Je pense que ça faisait 1 mois que la COVID était commencée. Puis, je pense que la contrainte qu'on s'était dit, c'est de trouver d'autres choses à parler parce que d'ici 1 an, il va tellement avoir, de COVID, maquillé, tout ça. Puis, tu regardes Netflix, tu regardes Amazon, tu regardes les plateformes, c'est le côté soft apocalyptique, pandémie. Je pense que j'avais un bon réflexe, c'est juste touche pas à ça parce qu'on va être tanné de m'entendre parler en s'il vous plaît tantôt. Ah, je suis d'accord. Tu dois quitter la Terre pour une autre planète, mais tu peux amener une seule sorte de bière. C'est quoi la sorte? Ah, je vais te faire une réponse. Ça serait. Moi, j'aime une petite bière frette. Ça serait soit de la Miller High Life, soit la de 50?
Ou de la À Kirin 50. Ichiban, qui est ma bière japonaise préférée, mais qui est une petite blonde qui est la Miller des Japonais. Puis peut-être une 50 aussi. Et si je me trompe pas, tu avais pris une photo là-dessus sur Facebook de cette Ouais. bière-là. Oui, j'avais fait une photo, je l'adore. Ben, je pense que c'était mon pause, justement, de commencer à boire plus de bonheur, une petite Kirin Ichiban. Ah ben Puis oui, moi, c'est vrai. mon frère est un beer snob. Ça fait qu'on se, tu sais, mon frère, lui, amènerait une quadruple IPA, tu sais, à la Camerise, là, mais jamais, tu sais. Moi, j'amène pas ça sur une île déserte. No way. Si toi et ta famille seriez obligés de faire du camping dans l'un des films de Vendredi 13, lequel est-ce que ce serait? Ben, probablement le 5, parce que comme ça, je serais pas pris avec le vrai Jason. Ça donne Je un petit m'attendais edge. vraiment à ce que tu le dises, celui-là, parce que j'aurais choisi probablement la même Ouais. chose, mais le 1 aussi, parce que, écoute, c'est sa mère. Mais Pamela, elle fait de la grosse ouvrage pareil. Là, elle a tué Kevin Bacon. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont tué Kevin Bacon aussi. Mais elle n'a pas tué sa carrière, en tout cas. Non, impossible. Star Wars est une honte pour l'humanité, vrai ou faux et pourquoi? Ça dépend des jours, mais je dirais faux parce que, je veux dire, je suis un enfant de Star Wars aussi, mais, on parlait de Zoom fatigue en début d'émission, la Star Wars fatigue, des fois, elle commence à nous toucher aussi. Parce que l'univers commence à être pas mal large. Parce que Boba Fett, t'es pas fan? Boba Fett, ben, j'ai essayé de le regarder avec mon gars, mais c'est drôle, tu vois ce qui marche pas. Mon gars, qui est vraiment un radical, a dit « Moi, j'aime pas ça, le livre de Boba Fett. » Il avait commencé à le regarder chez sa mère, puis j'ai dit « Pourquoi? » Il dit « Premièrement, c'est pas un vrai Mandalorien, puis deuxièmement, il enlève son casque. C'est de la merde. » Lui, c'est comme, il y a 8 ans, moi, c'était comme, c'est sans appel. Mais là, j'ai dit qu'on voyait Goku, puis Luke, tout ça, avec... Là, je vais peut-être l'embarquer par la porte d'en arrière, mais sinon, il était comme pas impressionné par Boba Fett. Et la dernière question, après ça, je vais laisser la place à Christophe. Freddy ou Jason? Jason. Ouais. Ça n'a pas pris de temps? Non, ben tu vois, moi, c'est drôle parce que ça, on peut en parler. Tu sais, à l'époque, j'ai comme une dépendance. J'ai tellement grandi avec ça. J'ai vu les Vendredis 13 là, vraiment trop souvent. Quasiment toutes, jusqu'au 8 à peu près. C'est sûr qu'après, c'est plus dur. Déjà, le 8, c'est costé comme tu le revois. C'est costaud, mais c'est comme, pour moi, il y a quelque chose qui se démode. C'est comme, c'est du comfort food pour moi. Je les ai vus, ça me ramène à une place qu'il y a quelque chose qui marche, alors que je pense que dans les 10 dernières années, j'ai jamais réussi à regarder un Freddy, à part qui reste un grand film, mais même ceux dont je gardais un bon souvenir, le 3, le scénario est intéressant, mais c'est pas écoutable. Il y a toujours quelque chose qui a mal vieilli, puis à partir du 4, quand Freddy devient une espèce de Claude Blanchard, du meurtre en série, c'est comme une joquette. Il y a plus de joquettes que de meurtre. C'est ça a comme mal vieilli. Comme franchise, il n'y a pas un Jason qui est aussi bon que le premier Freddy, sauf que comme franchise, c'est comme redonne-moi du Jason. Je regarde les fan-films de Jason. Les derniers qui sont assez bons, là, Never Walk Alone in the Wood, Never Walk in the... Je suis assez nerd pour regarder des fan-films de Jason. C'est bien. Merci beaucoup pour avoir répondu aux questions. Je vais laisser la place à Christophe. Je vais parler un petit peu plus, comme ça, il va avoir le temps de commencer ses questions. Non, là, il faut que je commence à parler par-dessus que toi, tu parles pour que ça fonctionne, parce que moi, j'ai le délai, là, puis je trouve ça vraiment cool qu'on geek out sur des slashers, parce que, c'est quand même quelque chose qui nous rejoint, tout le monde, nous, cette génération-là, X, Y, whatever, de 40 ans, autour de 45 bientôt. Mais tu sais, Freddy, je suis pas d'accord avec toi parce que il se donnait la peine de faire des set pieces de malade. Les effets spéciaux étaient cool. Même s'il nous sortait des jokes de merde, c'était pas grave. Jason, il tuait les faux de la même façon pratiquement tout le temps. C'était un peu, c'était générique. Tu sais, wow, OK, il passe à travers... Tu sais, ouais, il y a des éléments, il y a des affaires de fun, mais on n'est pas là pour parler de Jason, ni de Freddy. Moi, je voulais parler de Terreur 404. Terreur 404 parce que, ben, tu sais, ça a été un succès, vraiment, vraiment cool. Tu sais, pour vrai, peut-être moins, je dirais, à l'international, primé en Corée, en Allemagne, en Russie, en Angleterre, aux USA, en Ontario, puis au Québec aussi, finalement. Parle-moi un peu parce que moi, je n'étais pas là quand ils ont reçu Sébastien Diaz sur le show, je n'étais pas encore arrivé. Parle-nous de la genèse du projet.
À l'époque, tu sais, Sébastien puis moi, on s'est rencontrés. On se connaissait un peu, là, mais je pense qu'on est devenus des chums. Il a dû vous le compter. Là, on va voir lequel des deux est le plus menteur. Là, mais en tout cas, je pense qu'on est devenus on est devenus des chums parce qu'il m'avait amené avec Voir Télé qu'il faisait à l'époque, ou ce qui devait être devenu Formule Diaz. Là, mais en tout cas, on est allé à Bangor. Il venait de sortir Revival de Stephen King. Il m'avait invité comme spécialiste. On avait déjà geeké out sur Stephen King, justement. Fait qu'on s'est payé un trip de petits gars. J'allais dire aux frais de l'État, c'est exagéré. T'sais, sous prétexte de faire une émission, on s'est fait un trip d'aller à Bangor sous les lieux. Puis c'était assez cool là, comme voyage parce qu'il y a un monsieur qui fait des visites guidées. On est allé voir plein je voulais en parler, là, excuse-moi, je te coupe, là, mais ouais. Parce que là, c'est ça le délai, là, ça marche pas. Quand j'essaie de couper, là, ça marche pas. Ça, je pense que c'est ça. Puis pendant ce voyage-là, on était quand même 4-5 jours à faire le tour de la ville de Stephen King, à parler. On est toujours restés très, très bons amis en contact autour de ça. Puis à l'époque, pour aller vite, Sébastien, il y avait eu comme une commande de Casablanca Productions qui faisait Série Noire. À l'époque, il faisait Série Noire, puis Sébastien faisait un petit talk show de debriefing, là, comme en podcast, en vidéo. Après, ou avec des invités, il débriefait sur l'épisode de Série Noire de cette journée-là. Ça s'était bien passé, puis Casablanca, nos productrices, qui sont devenues nos productrices, lui avaient donné comme une carte blanche. Si tu veux faire quelque chose, il faut qu'on développe des projets. Fait que tu as une carte blanche pour faire un projet web. Puis il était venu me chercher autour de, avec cette idée-là. Seb, il a fait quand même sa réalisation à Concordia. C'était son vieux rêve. Il dit, je veux réaliser de la fiction. Fait qu'on fait une série de fiction, puis en jivant, puis en embarquant mon chum William S. Messier dans l'équation. Je pense que le noyau, on l'avait, c'était notre trip. Moi, j'avais dit d'entrée de jeu, je pense que le format web marcherait super bien avec le format anthologie, nos vieux trips. Ray Bradbury, ça, c'est important aussi à la télé qu'on était. The Outer Limits, la nouvelle mouture, Ray Bradbury présente, Alfred Hitchcock, etc. Exactement, Tales from the Dark Side aussi. Puis un peu plus tard, Tales from the Crypt, il y avait eu on avait ça aussi. J'ai dit, moi, il me semble que le format, le web anthologie en format, petit cours d'horreur, comme une nouvelle, 14-15 minutes, ça marchera en motadis. En jivant là-dessus, on a fini par adopter le concept techno, de dire, OK, je pense côté nouvelle, toi, tu avais touché à ça aussi. Ouais. Fait qu'on a pris le fil techno, de dire, OK, puis ça donnera un fil conducteur pour pas, justement, je trouve que c'est toujours le défi de l'anthologie, que ça va être hit and miss, justement, pour pas s'éparpiller, déjà d'avoir un fil conducteur thématique, ça nous aiderait. Puis comme à l'époque, on était à peu près en même temps que Black Mirror, on avait voulu se distancier un peu. On s'était dit, nous autres, ça va être... De toute façon, on n'a pas les moyens d'inventer dans 50 ans d'ici. Fait qu'il faut que ça reste très, très quelque chose qui se peut. Là, aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les applications qui existent, pas une application dans 25 ans que tu as un GPS dans l'œil. Ça, on va pas là. Nous autres, on fait Tinder, Airbnb, Uber, etc. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a parti la série. Puis on a eu un fun vraiment fou à faire ça. Là, je pourrais en compter en masse, mais ça a été notre carte de visite à un peu tout le monde après ça. Moi, c'est comme ça que je suis devenu scénariste pour vrai. Puis ça a été un gros trip. On a été contents à la fois que ça tourne autour du monde, mais que ça marche au Québec, puis, y compris auprès des gens que... Parce que c'est sûr qu'au début, on se faisait hey, de l'horreur au Québec. Comme, vous partez de loin. Ah non, on va l'essayer, puis ça va marcher. Puis ce qui était très, très drôle comme réaction, justement, c'est une des plus tripantes, c'est comment on a été capable, entre autres grâce au plug à Seb, qui connaît tout le monde, mais aussi grâce au genre d'aller chercher plein de comédiens, parce que la distribution des 2 saisons de Terra 404, c'était pas... les gens ne faisaient pas ça gratuitement, mais c'était conventionné. On n'avait pas de gros salaire à donner, mais comme c'était anthologie, puis on n'avait pas à bloquer des gens, c'était 1 ou 2 journées de tournage, tous les comédiens, on dirait, on a refusé du monde. Le monde, dès que ça s'est su ce qu'on faisait pendant la saison 2, c'était comme, hey, je veux jouer. Des filles voulaient faire la Final Girl. Je veux jouer une fille qui se fait tuer. Je veux jouer un esti de malade. Je veux jouer. Parce que souvent, comme les comédiens nous disaient, on joue jamais ça. Comme jouer un vrai Christ de fou. Jouer comme une fille qui cure la mort, qui se bat pour sa vie. Tu joues pas ça dans Yamaska. Là, ça fait que tout à coup, les gens étaient vraiment sur faites n'importe quoi avec nous autres. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun. Et il ne faut pas oublier non plus que Sébastien a fait qu'est-ce qu'il voulait aussi
avec sa femme dans une des épisodes. Oui. Mais tu parlais de n'importe quoi à l'instant. Ben justement, c'est notre chronique n'importe quoi qui arrive. C'est super ça. Merci. All right, here we go. It's time for n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi on the road of the terror. Fait que là, oui, hein, ben, j'ai même pas vu la petite vidéo. Il y a tellement des délais chez nous, là. J'ai même pas vu la vidéo, ça a comme freezé. Puis là, et voilà, je tombe dans le n'importe quoi. Puis c'est ça, tantôt, je voulais te couper pendant que tu parlais de ce voyage que tu as fait avec Sébastien Diaz, parce que ça m'avait inspiré, ça. Ma chronique n'importe quoi apporte sur cet épisode-là c'était Formule Diaz, effectivement, à l'époque, que j'avais visionné, puis j'avais trouvé ça super cool. Il est allé te chercher, puis ils avaient fait un paquet de spots de Stephen King à Bangor. Mais moi, l'été 2018, je suis allé avec ma petite famille, avec ma fille qui avait 4 ans et demi à l'époque, ma blonde, puis on a fait des maritimes. Fait qu'on a fait bas du fleuve, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis on est revenu par Nouveau-Brunswick, puis Maine. Puis là, j'ai dit, on passe à côté de Bangor, il faut qu'on y aille, je veux absolument y aller. Puis je me rappelle, je t'avais écrit, ça te demandé une couple de spots, c'est quoi les musts, tout ça. Puis j'ai réussi à faire le petit tour. Tu sais, on avait genre 2 heures à passer, on arrêtait de dîner, on allait là parce qu'on était attendu à Old Orchard après ça pour aller se baigner, faire des châteaux de sable avec les enfants. Puis c'était vraiment écœurant. Pour vrai, là, j'étais tellement content d'être dans la ville du King, parce que, tu sais, moi aussi, c'est un auteur que j'aime. J'aime beaucoup de ses films, j'en déteste plusieurs aussi, mais, tu sais, c'est pas ses films, là, on s'entend, là, c'est des adaptations, on le sait, là, tu sais, à part Maximum Overdrive, puis je l'aime pareil. Mais c'était vraiment le fun d'être dans cette petite ville-là, champêtre, jolie, puis de faire les spots, là, tu sais, d'aller à la boutique souvenir d'un fan fini du King, qui a des manuscrits signés, des posters, des espèces de setup, qui a recréé des scènes. C'est vraiment cool. J'ai pris une photo d'un paquet d'allumettes de Firestarter. Je trouvais ça tellement cool comme item promo que lui il avait dans sa vitrine. Il vendait des genres de porte-clés de l'hôtel de Shining, tu sais, des affaires de même. Donc ça, c'était le fun. Après ça, bien évidemment, j'étais allé me prendre en photo en avant de la statue de Paul Bunyan, tu sais, immense, puis que, tu sais, qui se retrouve à gauche, à droite dans les livres, puis des fois dans les films de Stephen King. Évidemment, tu sais, l'adaptation de It, ils ont repris ça. Mais c'est impressionnant, pareil, ce gros truc-là. Wow, un bûcheron, tu sais, il pourrait tellement, mettons qu'il deviendrait en vie, là, ça serait un carnage incroyable. Sinon, la maison de Stephen King, maison secondaire, évidemment, il ne vit pas là. Il va de temps en temps, puis il va. Ce que sa relationniste me dit à ce moment-là, parce que j'avais essayé d'avoir une entrevue, tu sais, là, de pourquoi pas jaser de rock puis de métal avec lui, ça aurait pu être vraiment, vraiment cool. Il est vraiment, vraiment, vraiment dur à avoir. Il n'était pas là, évidemment. Puis la fille me dit que, tu sais, il est rarement là parce qu'il y a tellement de monde qui viennent se prendre en photo en avant de chez eux, de trouver ça tâche un peu. Mais c'est quand même cool de voir sa maison, une belle maison, assez grosse, avec du fer forgé, des chauves-souris, les araignées dans la clôture. Évidemment, nous autres, on est arrivés à personne, puis 5 minutes après, il y avait quelqu'un qui arrivait. C'est quand même assez... c'est comme un pèlerinage, là, quelque part, que les gens doivent faire, veulent faire. Puis le moment, moi, le truc que j'ai trouvé le plus cool, j'ai pas fait le château d'eau, il y en a une couple de trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Le tour, tu m'avais conseillé de prendre le tour organisé d'un dude qui commande la patente, puis tu m'en reparleras après. Mais j'ai pas eu le temps. Fait que je suis allé au cimetière de Bangor où ils ont tourné justement une scène de Pet Sematary, la version de 89. Puis je me suis mis là, vraiment exactement là, à le spot où le King était, puis je trouvais ça vraiment très cool, je vais vous le montrer, là. Puis on le voit pas très bien, là. On voit le King en tout cas, là. Non, c'est dégueulasse. Mais toujours est-il que c'était vraiment, tu sais,
On aime ça. Puis sur la route de l'horreur, les gars, ils vont sur la route, ils vont en Ontario revisiter justement les sites de tournage de Ouais. hits, les nouveaux films, un paquet de films comme ça. Puis, aller marcher dans les traces d'eux. Puis, il y a quelque chose de vraiment qui nous connecte avec l'œuvre, avec l'artiste encore plus. Puis, en tout cas, moi, j'ai trippé. Fait que là, moi, je voulais savoir, tu en as parlé un petit peu tantôt, mais toi, qu'est-ce que ça te fait d'aller là? C'est la première fois que tu y allais à Bangor avec Sébastien? Oui, c'était la première fois, puis ça m'a beaucoup, je te dirais, ça m'a beaucoup touché parce que, on dirait que c'est Stephen King, une importance qu'il y a eu pour moi, en dehors de ma guéritude de l'horreur comme écrivain, c'est que c'est probablement la personne qui m'a donné envie d'écrire. Pour toutes sortes de raisons, mais premièrement parce qu'il parlait du métier d'écrivain. Tu sais, Stephen King a toujours été généreux dans ses préfaces, dans ses postfaces, de dire comment je suis devenu écrivain. Oui, exactement. Tu sais, puis dans ses premiers recueils de tu sais, souvent il y avait, c'est ça, un petit 10 pages, tu sais, comment je suis devenu écrivain, tout ça. Je trouvais que c'était pas mal cool. Puis l'autre affaire, c'est que, tu sais, je te disais, je lisais des bandes dessinées ou je commençais à lire les livres qu'il y avait dans la bibliothèque chez mes grands-parents, mais tu sais, la littérature que tu rencontres, les grands classiques, c'est ça, tu lis des romans russes, des romans français, il y a des barons, des comtesses, c'est ça la littérature pour toi. C'est intéressant, mais ça ne ressemble pas chez vous. Puis on dirait que Stephen King, les premiers textes de Stephen King, le Maine profond puis le Saguenay, ça se ressemble pas mal. Oui, tellement. Moi, c'est ce qui m'a fasciné quand je suis allé là-bas, j'ai eu un grand frisson, c'est que je m'en rendais compte quand j'étais petit, quand je lisais des Stephen King, ça ressemblait tellement à ma ville, que pour moi, ça se passait à Arvida. Puis quand j'ai vu Bangor, j'étais comme, asti, je n'étais pas si ridicule que ça, parce que c'est le même genre, ville de 20 000 habitants, tout ramassé un peu, le même genre de le château d'eau, je retrouvais plein de lieux, ça fait que j'étais comme, oui, le réservoir. Je me trompais pas. Oui, c'est ça, je ne me trompais pas tant que ça, dans le fond. Ça se parle, ces mondes-là, c'est des réalités qui se ressemblent. Moi, c'était vraiment un pèlerinage comme ça. Puis comme tu dis, de voir, moi, c'était Sébastien, puis moi, il y a comme le puisard en bon Saguenay, la bouche d'égout. Il nous l'avait montré, le gars qui faisait la bouche d'égout, exactement. Dans ça, ça m'avait beaucoup touché. Ce qu'il nous expliquait, dans le fond, c'est que Stephen King, Derry, qui est la ville dans ça, puis dans d'autres de ses textes, c'est comme son double de Bangor, parce que, justement, dans ça, il y a tellement de meurtres puis de violence, c'est tellement une ville maudite qu'il ne voulait pas dire que c'est Bangor pour pas faire chier les gens. C'est comme toute une espèce de double. C'est comme s'il avait mis un peu plus haut sur la rivière, mais comme le gars nous l'expliquait, dans le fond, c'est complètement, la rue Indiana devient la rue Ohio, mais c'est toujours un petit changement, mais c'est la même maudite ville, puis les gens, là-bas, ils ont comme apprécié ça, parce qu'ils savent tous que c'est Bangor, mais un peu déguisé. Ça fait que, d'avoir cette espèce de décryption-là, puis de dire, OK, dans le fond, c'est ici, puis le monsieur qui nous faisait faire la visite, c'était l'ancien libraire de la place, mais qui, comme, il est allé à l'école avec Stephen King, là, son frère était dans la même classe, avec, il y avait un côté vraiment sur tout ce qu'il y a, la passe de Bessic, là, tout ça, c'est dans cette côte-là, puis on la faisait, les Barrens, les espèces de canaux, on est allé partout là-dedans. J'ai encore un peu le frisson parce que j'aime ça. C'est Seb qui m'a introduit à ça, mais je le fais beaucoup aujourd'hui, ce qu'on appelle en anglais le set jetting, d'aller voir des lieux. Moi, j'en fais beaucoup littéraire, là, mais de tournage de films. Seb, il fait toujours ça. Il va aller à LA, il va trouver le tunnel dans Retour vers le futur 2, puis il fait tout le temps ça. Puis moi, je le fais plus maintenant, je trouve ça assez cool. Mais là, Sam, j'ai une question pour toi, par exemple. Là. Oui. Tu l'écoutes-tu, notre émission? Oui, celle-là avec Seb, c'est pas du... Celle-là avec Seb, oui. Je voulais écouter. Non, je veux dire l'émission qu'on a sur Frisson TV. Ah, l'émission, vous faites ça, vous autres, c'est ça? Non, je ne l'ai jamais regardé. C'est exactement ça qu'on fait. Nous autres, trop cool. on voyage, puis on va voir les lieux de tournage, puis on est comme toi, et on triple là-dessus. Puis... J'allais dire, avez-vous fait, parce que j'allais dire à Christophe, j'avais trouvé à un moment donné, justement, sur Pet Cemetery, là, les places pour aller dans le parc national, puis la maison. Êtes-vous déjà allé? Pas ça, c'est nice. OK, on va les échanger, mais je vous refilerai ça. Mais non, mais c'est ça. Je vous ai jamais vu faire ça, mais vous avez un nouveau fan parce que je trouve que c'est le meilleur concept qu'il n'y a pas d'aller se promener. Je l'ai fait en Colombie. Des fois, c'est en Colombie-Britannique il y a 2 ans. Il faut juste s'abonner à Frisson TV.
En Colombie-Britannique, il y a 2 ans, j'étais à côté, j'étais à Kelowna, tu sais, puis je me suis rendu compte, j'étais à 1 heure de char de Hope, où ils ont tourné Oui, t'étais à Rambo, Hope. tu sais, puis là, j'ai fait Oui! First Blood, tu sais, Rambo! j'ai fait fuck it, il y a quelqu'un qui va m'amener là. Yes. C'est faut que j'y aille, là, tu sais, c'était comme une urgence, là, tu sais, puis c'était malade d'être là, tu sais, dans le fond, juste au bord du lac, à Kelowna, il y a plein de places Ben oui. où tu reconnais les scènes, c'est trop malade. Mais là, j'ai quelque chose à te suggérer, par Je serai pas exemple, capable de te Samuel. couper, là. Attends un petit peu, Martin, attends un petit peu. Là, il y a un délai, là, puis là, il faut que j'insiste, tout ça. Mais Hope, là, en 97, je suis allé cueillir des cerises dans la vallée Le Canagan, puis Ouais. je suis passé, puis là, j'ai vu la pancarte de Hope, là, j'ai fait « C'est là qu'ils ont tourné Rambo », tu sais. Je l'ai vécu, ça, c'est en 97. C'est un On était excellent lieu, paumés, ouais. tu te rappelles à quel point. Ben, j'étais Ouais. avec Simon Saint-Gelais, tu sais, que tu connais, puis, tu sais, Ouais. Georges-Étienne Parent. Fait qu'on était. Let's go. Ouais, la belle vie. Fait que oui, vas-y, Martin, tu peux y aller. Non. Toi, qui es un grand fan de Vendredi 13, est-ce que tu as déjà entendu parler de Blairstown à New Jersey? Non. So, Blairstown au New Jersey, c'est l'endroit où ils ont tourné le premier Friday the 13th. OK. Alors, si tu aimes voyager pour découvrir ce genre de place-là, je te conseille fortement OK. le 13 mai d'aller à Blairstown, New Jersey, parce que à chaque vendredi 13, les habitants de ce village-là célèbrent vendredi 13 C'est comme bien si malade. c'était OK. leur plus grande fierté. Et c'est pas des C'est comme blagues. Noël. C'est comme Noël. Nous autres, là, la première fois qu'on a été là, ben, je dis la première fois, il y était qu'une fois, mais on y retournera. Et quand on est arrivé là, on n'en revenait pas. Les gens étaient extasiés. Tu vas aller manger tu sais, le petit snack bar où ils se rencontrent à un Ouais. moment donné. Ça n'a pas changé à rien de ça. Il y a des marchands qui vendent de la marchandise de Friday the 13th. Le C'est Friday the 13th numéro 1, il jouait Il à y a souvent des l'église. acteurs qui sont là aussi, hein? Oui, il y a toujours un invité à chaque Ah, fois. ça. Puis tu as même un musée de Friday the 13th à cette place-là. So, prends ça en note, je te dis, tu ne le regretteras pas. Tu es un fan de Friday the 13th. Si tu vas là pendant le Friday the 13th, tu vas capoter. Red. Chris, Merci. tu peux retourner là. Avec le... Ah, pas de trop. Fait que là, je vais essayer de parler, puis qu'il n'y avait pas trop de délai, là, puis là, j'embarque, là, puis là, voilà. Mais là, on parlait de Stephen King, puis je trouve ça vraiment cool, tu sais, que tu as pu faire ce pèlerinage-là, puis tu sais, je savais pas que vous aviez passé plusieurs jours sur place, je trouve ça vraiment cool que vous avez pu, parce que tu sais, ça paraît pas, tu sais, on dirait que c'est une journée dans la vie d'eux, puis là, on y va aller-retour. Mais là, je me demandais, moi, Stephen King, là, qu'est-ce qui fait de lui un si grand écrivain? Pour toi, là, qu'est-ce qu'il y a de spécial, Stephen King? Tantôt, tu parlais qu'il a touché à plein de genres, mais à part de ça, là, c'est dans son style. Là. Ben, il y a quelque chose, tu vois, c'est pas le premier qui a fait ça, mais je pense que c'est celui qui l'a fait le mieux. Tu sais, si on parlait de Lovecraft tout à l'heure, si tu parles de l'horreur, gothique, donc gothique et néo-gothique, il y a des affaires, c'est une belle ambiance, de tout ça, chez Lovecraft, mais quand je te disais la reconnaissance, pour moi, le génie de Stephen King, quand je te disais justement de faire vraiment de placer l'horreur dans une quotidienneté, dans une description de l'Amérique du Maine, de l'Amérique du Nord, que tu t'y croirais. Comme je te dis, c'est pas il y a plein d'auteurs qui ont fait ça à partir des années 50, mais je pense que c'est lui qui a vraiment mis le doigt là-dessus. Puis vraiment de mélanger cet univers-là, d'aller chercher le côté Bram Stoker / Lovecraft et compagnie, mais de dire avec un Kmart. Puis dans une ville qui ressemble à Saint-Félicien, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ça, je pense que c'était vraiment pas juste son génie en tant qu'idée, c'est qu'il le faisait bien. Parce que Stephen King, son vrai secret en tant qu'écrivain d'horreur, c'est que c'est un bon écrivain quand il n'y a pas d'horreur non plus. Puis moi, c'est presque un regret que je trouve qu'en vieillissant, des fois, dans ses recueils de nouvelles, il y a quelques romans, des recueils comme Different Seasons, là, dont on a tiré Shawshank Redemption. Tu le vois, Stephen King, des fois, il écrit des histoires. Il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de note, il n'y a pas rien. C'est bon aussi. Dolores Claiborne, Misery, tout ça. C'est ça, ça fait qu'il est super fort dans le... C'est ça que... Moi, il y a toujours quelque chose... C'est vraiment une leçon comme scénariste, comme écrivain d'horreur moderne. C'est comme, à un moment donné, il faut que
si tu crois à tes personnages, si tu crois au lieu, puis si tu parles de places que tu connais, c'est ça qui va faire que la chienne va te pogner. Tu sais, puis moi, comme amateur d'horreur, je suis beaucoup comme ça. Tu sais, toute la tendance plus gothique, plus... Tu sais, il y a des films, tu sais, le labyrinthe de Pan, j'aime bien ça, mais c'est pas des affaires que je... Tu sais, moi, le côté château hanté, là, je m'en tire. Donne-moi l'hôtel Bates à côté de n'importe quel château hanté. Tu sais, comme auteur d'horreur, moi, c'est ça ma bébelle, puis je trouve que c'est ça qui marche. Tu sais, que souvent que tu es dans un lieu, que tu sens la réalité, puis là, d'un coup, dans cette réalité-là, ça se met à glitcher, ça se met à chirer, ou ça se met juste à être complètement mongol, parce que tu n'as pas besoin, tu sais, tout le temps du fantastique non plus, mais tu as juste la Texas Chainsaw Massacre, tu as juste la violence, tu sais, le côté complètement débile qui débarque. Mais pour moi, tu as besoin que ton regard soit grounded. Et puis je pense que Stephen King, c'est vraiment lui qui a synthétisé ça à la perfection. Puis tu sais que tout le monde a marché dans ses pas pas mal comme ça. Tu sais, pour moi, qu'est-ce qui fait que c'est un grand écrivain d'horreur, c'est que c'est un grand écrivain tout court. Tu le vois, c'est des classiques. Tu sais, comme Dickens, tu sais, pour moi, c'est aussi grand que ça. Tu sais, que Conan Doyle, Agatha Christie, tu sais, dans d'autres genres, mais c'est un côté Stephen King, tu le reconnais. Tu sais, c'est devenu universel. Tu sais, je te ferais lire au hasard un livre de Stephen King que tu n'as pas lu, tu sais, dans une couverture noire, tu sais, au bout de 4-5 pages, tu dirais c'est un Stephen King. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu sais, il y a son univers à lui, il y a sa marque à lui que, tu sais, que tu peux juste essayer d'imiter. Ouais. Hey Sam, tantôt, on te parlait d'anecdotes. Puis là, tu nous as raconté quelques pèlerinages avec Sébastien et tout, ici et là, avec Terreur 404. Conte-en-nous une bonne. Là. Ouais, peut-être 404. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Oh, c'est vrai, d'accord. Et on a oublié, il y avait un thème. Oui, il est magnifique par ailleurs. Ce que j'allais dire, c'est ça, c'est pendant, t'évoquais, tu sais, j'ai écrit, j'étais assez nerd pour ça, j'ai écrit ma pièce de théâtre, Saint-André de l'Épouvante, j'ai écrit une pièce de théâtre d'horreur, ce qui était comme, faut l'essayer quand même, tu sais, faut l'essayer quand même. Puis dans Saint-André de l'Épouvante, ben, qu'on peut lire, mais tu sais, pour moi, c'était vraiment le trip. Tu sais, c'est une veillée à la chandelle. C'est des personnages qui sont pognés dans un bar, tu sais, pendant une tempête, une grosse tempête, un gros orage, puis qui se mettent à se raconter des histoires de peur, tu sais, puis ça glitch complètement. Tu sais, puis il y a tout quelque chose qui tourne dans la pièce autour d'un incendie. Tu sais, puis à un moment donné, c'est ça que je voulais au théâtre, c'était ça mon trip pour faire peur au monde, c'était d'avoir un fameux bris du 4e mur. Tu sais, dans Saint-André de l'Épouvante, il y a un personnage qui est comme un peu l'idiot du village. Puis à un moment donné, ça se met à faire du David Lynch un peu. C'est que l'idiot du village se met à raconter aux autres, j'arrête pas de rêver que je suis une pièce de théâtre, dans un théâtre qui va brûler, puis que personne ne me croit que ça va brûler. Puis là, dans la pièce, le comédien descendait au parterre, il était comme, ça va brûler, le monde me regarde, mais il me regarde comme si j'étais mon gars, il m'écoute pas, puis comme si je n'étais pas supposé leur parler. Fait que quand tu es dans la pièce, tu comprends, tu es comme, c'est rêve qui est ici, puis donc pour moi c'était le moment là, où j'essayais de faire chirer les gens, puis ce qui est arrivé de plus drôle avec ça, c'est que quand on a monté la pièce, la première run de la pièce était à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, théâtre d'été de création, puis on l'a joué là, et ce qui se passe en Gaspésie pour sauver de l'argent sur les techs, c'est que les techs, ils font toute l'installation de la pièce, puis après ça, ils partent pour l'été. Il y a juste une personne qui fait la régie, c'est souvent comme ça qu'on fonctionne en région. Puis là, donc, cette personne-là qui faisait la régie, ben là, elle a juste des pitons à peser, les éclairages, c'est comme simplifié. Mais donc, les techs, une fois partis, n'ont pas pu se rendre compte qu'il y avait un rideau dans la pièce qui était à côté sur un flare, un spot de côté. Puis bien sûr, les rideaux au théâtre sont protégés contre le feu, sauf qu'ils étaient à côté dessus. Fait qu'à un moment donné, au bout de 2-3 semaines, d'être à côté 2 heures par jour sur le gros crise de flare brûlant, ben, le rideau, il s'est mis à boucaner, à fumer pendant la pièce. Mais là, c'était tellement drôle. Moi, j'étais là pour... C'est que là, tu as les comédiens, à un moment donné, ben, là, tu as tout ce build-up-là du feu, puis du gars qui joue l'idiot du village, mais qui est dans un rêve, qui est dans une pièce. Puis là, il y a le feu qui est en train de pogner dans le théâtre. Puis là, mon producteur, qui était aussi un des acteurs de la pièce, commence à dire, là, il faudrait sortir, il y a le feu. Mais là, les gens sont tous assis, ils sont comme, hey, c'est pas moi le niaiseux qui va me lever en premier, qui va être chicken. Moi, je ne me ferais pas pogner. C'était tellement drôle parce qu'il a vraiment fallu que les comédiens là, soient là, écoutez-nous. Là, je ne suis pas le personnage de la pièce, je suis... tel gars, tu me connais, là, ça fait 10 ans que je joue au théâtre ici, puis là, je te dis, Régent, Michel, Louise,
il y a le feu. Il faut qu'on sac notre camp. Tu sais, puis même à ça, les gens étaient tellement sûrs que c'était pour les creeper out et les embarquer dans la pièce que ça a pris 5 minutes. Tu sais, il faut vraiment. Mon chum, je pense qu'il a fallu qu'il jure sa tête à ses enfants. Il faut qu'on sorte du théâtre, on va tous mourir. C'est pour vrai, pas dans la pièce. Tu sais. Fait que, tu sais, les risques, les vrais dangers de briser le 4e mur dans l'horreur, c'est ça. T'imagines, on aurait pu brûler pendant la pièce qui parlait d'un feu parce qu'ils ne croyaient pas que la pièce, qu'il y avait le feu dans le théâtre pour vrai. Ça, je trouve que c'est un moment magique. What are the odds? Oui, exactement. Ah, c'est toute une anecdote. Ben non, c'est surréel. C'est incroyable. Wow! C'est quasiment digne d'une scène du fantôme de l'opéra. Exactement. Non, mais vraiment. Un moment de fou. Ben oui. Mais sinon, tu sais, on parlait tantôt de Terreur 404. Est-ce que tu as pu voyager un peu avec la série? Tu sais, ça s'est promené dans des festivals, tout ça. Puis est-ce que vous avez pu y aller à certains moments? Oui, il y a des places où on est allé. Des bons souvenirs puis, oui, j'ai des bons souvenirs. C'était le fun, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, comment dire, tu sais, un web festival, tu t'en vas pas à Cannes. Là, c'est comme le glamour n'est pas tout à fait le même. Mais en même temps, c'est le fun parce que je te disais, ça fait des cartes de visite, mais aussi ça fait des places où tu te ramasses avec des gens un peu à la même place que toi. Tu sais, je pense que le web, tu sais, ça a pris beaucoup cette place-là, comment dire, un peu de carte de visite, là où tu faisais ton entrée dans l'industrie. Ça fait que souvent, tu rencontrais des gens, tu sais, au lieu d'essayer de têter pour aller rencontrer telle personne, ben, tu étais avec des gens un peu tous à la même place que toi, mais tu sais, qui avaient la même drive, la même énergie, puis qu'on a suivi comme ça au fil des années. Fait que, non, c'était assez le fun à faire. Est-ce qu'il y en a des... Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés que tu suis encore la carrière aujourd'hui? Oui, dont je suis la carrière dont je parle. J'avais rencontré à Toronto, par exemple, toute la gang qui font en ce moment. Il y a un festival à Toronto, très le fun, je ne sais pas si vous êtes allé, qui est Blood on the Snow, ou un truc, qui est comme sur l'horreur canadienne, Martin qui se veut. Là avec on connaît bien, on y va moi, j'avais régulièrement. rencontré toute cette gang-là autour de ça. Puis le reste, c'est plus des contacts de diffuseurs, de producteurs, là, mais j'avais hooké avec beaucoup de gens comme ça. Nous autres, on a présenté quelques films là-bas, Blood in the Snow. Puis en fait, tu vois, je parlais de l'émission de Sur la route de l'horreur. On a été là faire une émission sur Blood in the Snow. On est amis avec les organisateurs et tout. C'est du monde. Cool. Ouais, vraiment cool. Bon, hey, Sam, on approche déjà la fin de l'émission. J'aimerais ça te remercier. On a réussi à faire une émission, même si j'avais des délais, tout ça, puis que je parle dans le Martin, parce que c'est pas facile, puis là, j'essaie de parler, tout ça. Mais merci d'avoir dealé avec ma lentitude. Ma lenteur. Faut juste apprivoiser. C'est bien le fun de jaser avec toi ce soir. Mais juste pour ton information, Samuel, Chris, il embarque tout le temps sur nous autres quand même s'il n'y a pas de lag. C'est ça. Mais ça a l'air moins niaiseux, tu sais, habituellement. Tu sais. Bon, OK, c'est discutable. Merci encore d'avoir été là. Ouais. Un gros merci aussi à Horreur Fanatique qui sont nos partenaires, commanditaires et tout. On vous rappelle qu'il y a toujours le Patreon. On est sur YouTube, on est sur Facebook, Twitter, whatever. On est partout. Écoutez-nous, encouragez-nous. On va toujours être là pour vous, au moins pour un bout. Et je dois laisser le mot de la fin pour El Zomblar. Eh oui, il est là, il arrive. Alors, comme d'habitude, déjà, je tiens à remercier Samuel. C'était super. Et puis, ton anecdote, franchement, c'était du bonbon. Alors là, c'est incroyable cette histoire. Et puis, je vais vous en faire une petite dernière pour la route. En fait, j'ai pris une que j'ai déjà faite, que j'ai recyclée parce que j'aime tellement ce style-là que vous allez la reconnaître tout de suite. Je l'ai faite il n'y a pas longtemps, mais est-ce que vous savez où les fantômes adorent partir en vacances? Non?
C'est simple, je vais vous la donner à Mali. Bouh!